Bonjour, bonsoir à tous les internautes, à tous les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices. Comme on l'avait annoncé récemment, on est bien sûr au cours de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui se tient actuellement du côté de Washington DC. La semaine dernière, on avait eu une discussion avec un ancien représentant du Fonds monétaire international. Donc, nous allons voir l'institution sœur. Nous voulons parler de la Banque mondiale. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir M. Martin Rama, qui est l'économiste en chef pour la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Monsieur Rama, merci d'avoir répondu à l'invitation et de créer du temps, une semaine aussi occupée du côté de Washington DC. Merci à vous de m'avoir dans votre programme. Et je sais que c'est une année bien difficile, 2020, et votre unité, votre département doit avoir beaucoup de choses à faire, des informations qui ne sont pas trop intéressantes. Est-ce que c'est possible de nous dire de quelles conditions et cette pandémie a retrouvé la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe? En fait, l'Amérique latine et la Caraïbe ont eu des trajectoires un peu différentes. Dans l'ensemble, si on les prend ensemble comme nous faisons à la Banque, c'est une de nos 6 régions dans le monde en développement, c'est la région la plus frappée. Si on prend l'ensemble de la région, le nombre de morts par million d'habitants est aussi fort qu'en Europe occidentale, aussi fort qu'aux États-Unis. D'autres régions en développement, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Afrique, ont eu un coût en vie bien moindre en termes proportionnels. En même temps, c'est une région où on s'attend à une chute de l'activité économique parmi les plus fortes au monde. Rien de comparable à ce que nous voyons dans d'autres régions, en particulier l'Asie de l'Est, que maintenant nous voyons déjà commencer à rebondir. Donc ça, c'est pour l'ensemble Amérique latine et Caraïbes. Mais il y a aussi une grande différence entre Amérique latine et Caraïbes. En général, dans les Caraïbes et à Haïti en particulier, le nombre de morts par million d'habitants a été bien moindre. Et pour certains pays, les chutes d'activité sont très très fortes. Les pays qui dépendent énormément du tourisme, si vous prenez les petites Antilles, les chutes sont énormes parce que le tourisme, elles ne peuvent pas se diversifier et le tourisme probablement ne reviendra pas à la normale pendant un certain moment. Dans d'autres pays comme Haïti, c'est une année mauvaise, mais pas extraordinairement mauvaise. Donc, une grande différence entre Amérique latine, surtout les pays des Andes, Pérou, Équateur, Bolivie, Chili, Argentine, qui ont été très durement frappés, les Caraïbes un peu moins. On sait qu'à l'intérieur de la zone, c'est pas homogène, on pourrait dire. Vous avez les grandes économies comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine. On pourrait trouver ensuite les économies moyennes, l'Uruguay, et de petites économies, le Paraguay, ou encore, je dirais, la Bolivie. Donc, avant d'arriver à la Caraïbe, le Brésil a été très touché. Est-ce le Brésil qui a provoqué cette chute considérable, comme le Mexique, de la forte contraction de l'économie régionale? La trajectoire du Brésil et du Mexique a été très différente. En fait, si vous prenez l'ensemble de la région, il y a 3 grandes économies. C'est pas en ordre, c'est le Brésil, numéro 1, numéro 2, le Mexique, numéro 3, l'Argentine. Et elles ont été touchées de façon très différente. L'Argentine très fortement, parce qu'elle est arrivée à la crise du Covid avec une crise préalable, une crise de dette. Ça faisait déjà 2 années que l'économie était en récession. Donc l'Argentine a été frappée pour des raisons qui viennent d'avant. Le Brésil et le Mexique ont été frappés, mais de façon différente. En fait, côté mortalité, ils sont dans des plages semblables. Mais côté activité économique, le Brésil sera beaucoup moins touché. Et il sera beaucoup moins touché parce que une des grandes surprises de cette crise, c'est que le commerce de biens a relativement bien tenu. Les exportations et les importations de marchandises commencent à se rapprocher des niveaux de 2019. Et parmi les grands moteurs de ce commerce, il y a l'Asie de l'Est et en particulier la Chine. Chine, Vietnam sont des pays qui auront une croissance solide cette année. Et pour un pays comme le Brésil, la Chine est un marché très important.
Donc le Brésil a même bénéficié du fait que d'autres fournisseurs de la Chine, par exemple, les abattoirs américains étaient fermés pour des raisons de santé. Donc même le secteur agricole au Brésil, qui est si important dans l'économie brésilienne, probablement aura une croissance positive cette année. C'est bien plus dur au Mexique. Le Mexique aura une chute très sévère. Peut-être une circonstance qui aidera, c'est que l'économie des États-Unis semble être en train de reprendre mieux que prévu. La chute sera moindre pour l'ensemble de l'année que prévu. Et le Mexique dépend énormément des États-Unis. Comment peut-on expliquer le comportement de l'Uruguay à travers cette crise? L'Uruguay, qui d'ailleurs est mon pays, qui est votre pays, est un petit pays. Oui, l'Uruguay. Et vu que vous demandez à son sujet, pour l'instant, il s'en sort très bien. En ce sens, très bien. Ces jours-ci, rien n'est très bien, hein, c'est-à-dire moins mal. Tout est relatif. Il s'en sort relativement bien parce que c'est le pays qui a dans l'Amérique latine le moins de morts par million d'habitants, malgré être entre l'Argentine et le Brésil, qui eux ont une mortalité très forte. Et côté production, il est assez semblable au Brésil, donc il bénéficie des mêmes forces que je décrivais avant, la reprise de la Chine, les exportations agricoles qui tiennent. Mais tout est bien sûr relatif et même pour un pays qui a bien tenu côté santé, le fait que les deux grands voisins ont une situation si dure en termes de mortalité pose la question pendant combien de temps ça va pouvoir être maintenu. Costa Rica, nous allons monter vers l'Amérique centrale qui est en général comparée à l'Uruguay comme la Suisse de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Et ça ne s'est pas trop bien passé du côté de Costa Rica. En fait, une petite économie en général assez prospère. Oui, tout à fait. Et le Costa Rica, quand même, a eu deux désavantages. Un peu comme l'Argentine, un peu comme l'Équateur, pas au même niveau, mais il est arrivé à la crise du Covid avec des problèmes économiques préalables, avec un déficit budgétaire grand qui exigeait un ajustement. Après une année avec beaucoup de mécontentement social, beaucoup de démonstrations de rue, de manifestations de rue. Donc, il est arrivé côté fiscal et social dans une position difficile. Et dans une région où, quand même, la pandémie progresse beaucoup. Donc, le Costa Rica a bien tenu, comme l'Uruguay maintenant, pendant plusieurs mois. Puis, à un certain moment, ça s'est un peu échappé des mains. Donc, le Costa Rica, il se débrouille moins mal que d'autres pays dans la région, mais malheureusement, il a des difficultés propres. Et les autres pays plus volatiles en Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, comment ça tient là-bas? Là, il y a des différentes choses. Il y a des pays comme le Nicaragua qui ont décidé qu'après la crise économique qu'ils avaient eue, ils ne peuvent pas se permettre de fermer l'économie. Probablement, ils ne font pas de surveillance massive du côté test pour Covid. Et ils ont décidé un peu de continuer de l'avant. D'une autre façon, le Guatemala aussi, l'économie au Guatemala est quasiment ouverte normalement maintenant. Donc, ça leur a donné un dynamisme, le fait que les populations sont plus jeunes, qu'il y a plus de monde dans l'agriculture, un peu les mêmes circonstances qu'Haïti, n'est-ce pas? Le Covid frappe beaucoup plus en milieu urbain, où tout le monde est ensemble, frappe beaucoup plus les populations âgées. Les pays moins riches de la région sont des pays plus agricoles, sont des pays plus jeunes. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ils tiennent mieux la route. Venons-en maintenant à la Caraïbe, et là où je suis particulièrement au niveau d'Haïti. Donc, qu'est-ce qui vous avez noté au niveau des économies caribéennes en général? Vous avez dit tantôt qu'on dépend considérablement du secteur touristique et c'est le secteur victime de cette pandémie. Qu'est-ce que nous avons comme résultat, comme performance économique ou encore mauvaise performance au niveau de la Caraïbe? Comme vous le dites si bien, il y a des pays qui dépendent énormément du tourisme. 30-40% du produit de leur économie vient du tourisme. Le tourisme est à un niveau très très faible. Il y a eu des mois de fermeture, les bateaux de croisière, tout est terminé. Donc nous avons des pays dans la Caraïbe
pour lesquels on s'attend à des chutes de produits de 14%, 17%, qui sont gigantesques. Mais ce n'est pas la même situation partout. Et je dirais, si nous prenons le cas de Haïti, aussi bien côté mortalité que côté activité économique, nous avons parmi les chocs les plus faibles de toute la région, non seulement de la région Caraïbe, mais de la région Amérique latine et Caraïbe dans l'ensemble. En partie, sur le côté santé, c'est que dans plus un pays est pauvre, moins on mesure de façon précise la mortalité et les causes de la mortalité. Donc, c'est une situation parfois un peu semblable à ce que nous voyons dans les pays africains, où les chiffres de décès par Covid ne sont pas très forts. Et vu que l'activité économique à Haïti dépend moins du tourisme que dans d'autres îles de la Caraïbe, aussi l'économie est moins affectée. Donc les problèmes d'Haïti, je dirais, restent les mêmes problèmes qu'il y avait avant le Covid. Faible croissance, beaucoup de violence, difficulté d'assurer une bonne gouvernance. C'est des problèmes qui étaient avant. Le Covid les aggrave un peu, mais ces problèmes de fond, je dirais, sont ceux qui restent. Les estimations publiées par la Banque mondiale à l'occasion de l'Assemblée annuelle nous parlent de près de 100 millions de personnes se retrouvant en situation d'extrême pauvreté, car la Banque mondiale, c'est bien dit, c'est mondial, mais il y a l'aspect régional de ces 100 millions de personnes qu'on pourrait retrouver dans l'extrême pauvreté. Dans la zone, on parle à peu près de combien? Les chiffres, je prendrai tous ces chiffres avec précaution. Et il y a un rapport qui vient de sortir de la Banque mondiale sur la pauvreté qui a les chiffres par pays. Je ne voudrais pas me mettre à lire des chiffres. Mais le point que je voudrais faire, c'est que l'impact sur la pauvreté est le résultat de deux choses. Une, côté négatif, c'est l'impact du choc économique. N'est-ce pas, quand les gens perdent leur emploi, ou quand leur emploi, ils ne le perdent pas parce qu'ils vendaient dans la rue quelque chose, donc ils peuvent continuer de le faire, mais ils perdent énormément de revenus, ça fait un choc qui se traduit sur la pauvreté. Les revenus du travail, c'est la principale source de revenus des ménages, et les revenus du travail souffrent à cause de la crise, surtout pour les gens les moins favorisés. C'est une crise qui amplifie les inégalités, n'est-ce pas? Les gens qui sont qualifiés, qui peuvent télétravailler, qui ont un contrat de travail qui va continuer dans les mois qui viennent, s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui sont dans le secteur informel. Le deuxième élément, c'est quelles sont les politiques sociales mises en place. Et Haïti est en train de mettre en place un cadre de protection sociale plus généralisé. Mais nous avons des circonstances assez paradoxales. Par exemple, le Brésil a mis en place un programme de transferts sociaux gigantesque. Essentiellement, le 60% plus pauvre de la population reçoit des transferts en ce moment. Et ils sont en train de se réduire, mais c'est des transferts suffisamment importants pour connaître le paradoxe que peut-être au Brésil, cette année, malgré tout, la pauvreté va chuter, ne va pas augmenter. Donc nous avons des situations très très différentes à travers la région. Il y a des pays qui n'ont pas les moyens de faire ces politiques de transfert, ou même dans le cas du Brésil, il n'a pas les moyens de soutenir ce transfert pendant très longtemps. Donc le résultat, on l'aura dans les mois qui viennent. Dans le cas de Haïti, on s'attend à un accroissement de la pauvreté. À nouveau, le rapport qui est sorti récemment couvre un peu ces chiffres. On reviendra bien sûr sur le cas d'Haïti, parce que ce n'est pas seulement Covid, il y avait le pays LOC, comme vous savez si bien, dans vos données en 2019, avec l'instabilité politique au cours de la troisième partie. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité, M. Martin Rama, qui est en train d'analyser pour nous la situation économique et sociale dans la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Il est de la Banque mondiale. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Pour mettre 50 000 gouttes, à bon petit temps, pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH,
c'est un produit banque centrale, mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, qu'à rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense était là, la fête à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mot, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur Internet sur YouTube de Radio et Télémétropole, une émission produite par le groupe Croissance et Radio et Télémétropole. Nous avons comme invité cette semaine M. Martin Rama, comme je vous ai rappelé la semaine dernière, que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international organisent leur assemblée annuelle et c'est une occasion pour savoir le choc que nous avons subi cette année 2020, une année que l'on se rappellera, un grand choc économique, on pourrait dire. Monsieur Rama, je suis sûr que de votre côté ainsi que de mon côté, on n'a jamais vu un tel choc économique et vous avez préparé un rapport en ce sens. Quelles sont les grandes leçons que les économies latino-américaines et caraïbéennes doivent tirer de ce choc? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre et quelle opportunité dans la période post-Covid? Toute crise est une opportunité, n'est-ce pas? Mais celle-ci nous arrive après des années, pour l'ensemble de la région, assez médiocres. La région dans son ensemble a eu une période de forte croissance pendant la décennie où les prix des matières premières étaient très forts. Et c'est une période où, dans l'ensemble, on a réussi à mettre en place des programmes sociaux, à avoir une croissance des salaires, à voir la pauvreté se réduire, même l'inégalité se réduire. Mais ce cycle vertueux s'est terminé au début de la décennie. Vers 2010-2011, la croissance de la région a chuté. Elle a chuté à des niveaux qui sont comme ceux des économies développées, donc qui n'assurent pas une convergence. Ce n'est pas un recul, mais ce n'est pas un rattrapage non plus. Et de plus en plus, il devenait difficile de soutenir ces programmes qui avaient été mis en place pendant une époque d'abondance. Au fur et à mesure que la couverture des programmes s'accroissait, au fur et à mesure que les populations vieillissent, et les vieilles populations sont plus chères du point de vue de la santé, les retraites, etc.,
c'est devenu de moins en moins viable. Et en l'année 2019, avant la crise du Covid, nous avons eu à travers la région, pour des raisons toutes diverses, mais y compris Haïti, des mouvements forts de mécontentement social. Donc, ce n'est pas seulement les leçons de la crise du Covid qui intéressent, c'est que même si on revenait à la normale, même si on pouvait se dire par acte de magie, nous voilà de retour en janvier 2019, en janvier 2020 ou février 2020, on aurait encore des problèmes, et des problèmes sérieux. Si vous pensez dans la situation d'Haïti, forte pauvreté, faible taux de croissance, donc les problèmes que nous avions avant restent tout entiers. C'est des problèmes de productivité, de croissance, de transparence, de lutte contre la corruption, de côté environnement, côté social, bien sûr. Et donc la question, je crois, la leçon à prendre, c'est comment pouvons-nous profiter de cette crise pour, par la même occasion, faire face à ces problèmes que nous avions déjà avant. Vous avez parlé du secteur de matières premières, vous avez parlé dans la première partie de l'émission du secteur touristique, et la Caraïbe en est réellement une situation extrêmement difficile. Et je parlais d'opportunités. Est-ce que ce n'est pas le moment qu'il y a une grande réflexion au niveau de la zone de l'Amérique latine, de la Caraïbe, pour voir ce que les pays de l'Asie du Sud-Est ont fait, cette transformation, et puisqu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle de robotique, est-ce qu'il faudrait un reset complet, une transformation dans l'économie numérique et préparer des compétences humaines pour même la relocalisation qu'il pourrait y avoir de certaines firmes américaines vers la zone pour offrir des produits au marché américain, au grand marché américain, pour ne pas dire nord-américain, le Canada. Est-ce que, comme spécial responsable économique de la zone, est-ce qu'il faudrait une réflexion tout à fait nouvelle pour qu'on puisse créer des secteurs à haute valeur ajoutée? Oui, tout à fait. Nous voyons des opportunités dans plusieurs domaines. D'abord, dans l'immédiat, le fait qu'avec cette crise, les prix du pétrole, les prix du gaz ont chuté, donne une bonne occasion de repenser les subsides, de repenser les transferts qui étaient liés à l'utilisation de l'essence, à l'utilisation du gaz, qui étaient en général régressifs, c'est-à-dire les gens de familles plus aisées en bénéficiaient plus que les gens les plus pauvres. Comme les prix du pétrole sont faibles, c'est un bon moment pour enlever sans que personne n'ait du mal et d'utiliser ces ressources à des fins beaucoup plus productives, l'infrastructure, l'éducation, la santé. Donc, la fiscalité de l'énergie est un premier domaine dans lequel tout à coup nous avons une opportunité à saisir. Deuxième opportunité, comme vous dites si bien, c'est tout ce qui est digital. Si on ne peut pas voyager, on peut quand même vendre par Internet. Les bateaux continuent de fonctionner, les avions cargo continuent de fonctionner et l'Internet permet d'accéder à des marchés. Le fait qu'il faut plus de distance sociale veut dire que si on a plus de gouvernement digital, plus d'accès à la finance par téléphone portable, tout ça va aider l'activité économique. Donc, pensez la digitalisation d'une façon qui aide, par exemple, à travailler, comme nous l'avons vu déjà dans plusieurs pays, à travailler dans les services informatiques, la vente en ligne, c'est une opportunité. Troisième, comme vous le dites aussi si bien, c'est que les tensions commerciales que nous avons vues le long de ces dernières années, qui ne sont pas bonnes pour le monde dans son ensemble, peuvent être bonnes pour la région. Il y a de façon croissante aux États-Unis, en Europe, une volonté de diversifier les sources des chaînes de valeur, de ne pas dépendre exclusivement de tel ou tel pays. À nouveau, pour l'Amérique latine et la Caraïbe, ça peut être un avantage. Il y a déjà des pays qui sont très bien intégrés dans la vente, dans ces chaînes de valeur, le Mexique, la République dominicaine. Il peut y avoir d'autres opportunités dans les années qui viennent. Donc, si vous le pensez, à nouveau, opportunité dans la fiscalité de l'énergie, opportunité dans la digitalisation qui aussi permet de réduire l'évasion fiscale, etc., opportunité dans le commerce.
c'est comme ça vraiment qu'il faut saisir la crise, n'est-ce pas? Une crise est toujours une opportunité, autant en faire le plus possible d'elle. Vous avez précisé pour nous qu'il y a 6 régions au niveau de la Banque mondiale dans votre structure organisationnelle. Et je vous répète que l'Amérique latine et la Caraïbe, c'est la zone la plus touchée des 6. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Comment s'ajuster pour créer une économie beaucoup plus résiliente? Comment s'ajuster pour une croissance beaucoup plus verte? Parce qu'avec tous les problèmes de climat qu'il y a, donc comment nous allons sortir pour que... il y en aura d'autres crises certainement, pour qu'on ne soit pas plus la région la plus touchée. C'est à nouveau les domaines que je signalais avant, par exemple la réforme de la fiscalité de l'imposition sur l'énergie, c'est très important pour le côté environnement, n'est-ce pas? Si on remplace tous ces subsides et toutes ces distorsions simplement par une taxe sur le carbone et la taxe sur la valeur ajoutée sur l'énergie, ce sera bon pour l'utilisation d'énergie, puisque ça obligera les gens à internaliser les émissions qui viennent et la pollution qui vient de l'utilisation d'essence et de gaz. La digitalisation peut faire qu'on a moins besoin de mouvements en véhicules qui sont polluants, etc. Donc à chaque fois, on peut voir les réformes à faire comme une opportunité. Mais pour beaucoup de pays dans la région, le problème, c'est que la sortie de crise va prendre un certain temps, surtout dans la Caraïbe. D'autres pays, nous voyons déjà une potentialité de bonne reprise en 2021. Pour certains pays de la Caraïbe, le tourisme risque de ne pas revenir en 2021. Donc, quand il y a des périodes plus longues, il y a des déficits budgétaires aussi plus grands, il y a des accroissements de dette plus grands, il y a des risques financiers plus grands. Et ça, c'est un domaine dans lequel, pour la région, il va falloir certainement mettre l'accent. Rappelez-nous comment a été la contraction lors de la crise financière de 2008. C'était de combien à peu près pour la région? Combien a été là? La contraction du PIB lors de la crise financière de 2008. Pour la région dans son ensemble, elle a été, si je me souviens bien, dans l'ordre de 1,8%. 1,8%. Maintenant, cette fois-ci, c'est beaucoup plus grand. Exact. Notre prévision pour cette année, pour la région dans son ensemble, est de moins 7,9%. Bien sûr, toutes les prévisions sont à prendre avec un peu de précaution, parce que nous sommes dans un environnement si différent du passé que nos modèles, ce que nous avions estimé avec des données du passé, peuvent ne pas être très fiables dans cet environnement. Donc, 7,9, prenez-les comme une approximation. Mais quand même, nous sommes en train de parler d'une chute 4 fois plus grande que pendant la crise financière. Tout à fait. Et j'y arrive pourquoi? Parce que vous avez prévu pour l'année prochaine, à travers le modèle, qu'il y aura 4% de croissance. Bon, c'est une moyenne. Donc, qui voudra dire que ce sera une reprise en V pour la région. Mais on sait bien qu'il y a des pays qui seront dans une situation de W, une reprise et retombée. Et aujourd'hui, il y a la fameuse reprise en K. Et comme nous savons que la région est la région la plus inégale des 6 régions au niveau de la Banque mondiale, quel impact au niveau d'inégalité sociale que ce choc va provoquer dans la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe? D'abord, c'est une reprise en V, mais comme vous dites bien, le côté en descente de ce V est plus profond que le côté en montée que nous attendons l'année prochaine. Donc une reprise en V, ça ne veut pas dire que nous serons très vite au même point où nous étions en 2019. Nous allons être moins mal qu'en 2020, mais pas forcément au même niveau. Et en plus, comme vous dites, il y a un côté très inégalitaire. Pour des gens comme vous, comme moi, qui télétravaillons, qui utilisons l'Internet, qui avons des contrats de travail stables, c'est un gêne, cette crise, mais ce n'est pas dramatique. Pour des gens qui ont été dans des quarantaines, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Pérou, pendant des mois en quarantaine, ne pouvant pas sortir à la rue pour travailler, dépendant de leurs revenus au jour le jour, ça a été beaucoup plus dur. Et ça va s'amplifier en allant vers l'avant, parce que du côté digital, les gens qui n'ont pas de qualification, les gens qui n'ont pas l'accès à l'Internet,
vont être dans une situation beaucoup moins avantageuse que les autres qui pourront chercher des opportunités à travers le monde. L'Internet est une façon de connecter les marchés de partout. Oui, pour une région qui est déjà probablement la plus inégale des régions en développement, c'est difficile à mesurer, mais les chiffres suggèrent cela. Nous avons maintenant le risque d'un accroissement des inégalités. Inégalité voudra dire tension sociale et ce sera difficile de sortir de ce cercle vicieux en quelque sorte. Et restons encore en Amérique latine et de la Caraïbe. Oui, parce que quand Allez-y. Quand il y a des tensions sociales, en général, on finit par avoir des politiques faciles pour essayer de calmer la situation, mais faire les réformes qu'il faut, les réformes en profondeur, quand il y a du mécontentement social, quand il n'y a pas de consensus, c'est très difficile. Je suppose que le secteur de l'éducation a été très touché également dans ce que vous avez noté dans vos données et dans l'étude que vous avez réalisée. Le secteur de l'éducation. Oui, il a été très touché, surtout par les quarantaines. N'est-ce pas, il y a des pays très rares pays où les écoles sont restées ouvertes, mais dans la plupart des pays, elles ont été fermées. Ça veut dire et parfois fermées avec des annonces où on ne rouvrira pas pendant plus d'un an. Pour les enfants, surtout dans des pays en développement où le nombre d'années d'éducation est faible, perdre une année, perdre 2 années est grave. Et pour les enfants de moyens les plus défavorisés, c'est possible qu'il y en ait qui ne reviennent pas à l'école. Ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à faire autre chose. À nouveau, les familles plus aisées peuvent avoir de l'enseignement privé, peuvent avoir des tuteurs, peuvent avoir de l'enseignement en ligne. Nous avons des inégalités qui ne sont pas seulement pour aujourd'hui. À travers ce qui se passe dans l'éducation, nous avons des inégalités qui risquent de se creuser. Oui. Et pour finir la deuxième partie, et l'une des leçons tirées de cette crise, c'est l'informalisation. Ça coûte cher à une économie et comme vous savez, le secteur informel est assez important en Amérique latine et dans la Caraïbe. Oui, tout à fait. Comme je le signalais avant, c'est les gens du secteur informel, ceux qui vivent au jour le jour avec des petits travaux, qui ont souffert le plus. Mais le problème, c'est que formaliser l'économie en soi n'est pas forcément une solution. Si les petits métiers, les petites entreprises informelles devaient payer toutes les taxes, les contributions, probablement l'emploi il souffrirait. Il faut repenser comment avoir une formalisation qui soit financièrement abordable pour les entreprises, pour que l'emploi ne souffre pas. Et c'est un des chantiers, je pense, qui va être dans la réflexion des années à venir. Dans le cas d'un pays comme Haïti, la plupart de l'économie est informelle, donc ça doit être un processus graduel de comment on élargit la formalisation, que le coût des impôts, des cotisations soit moindre pour chacun, parce qu'il y en a plus qui cotisent et qui paient, parce qu'autrement, l'emploi, il y sera sacrifié. Voilà, nous allons prendre une deuxième pause et avant de vous retrouver pour la troisième et la dernière partie de l'émission, notre invité c'est M. Martin Rama, qui est l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Des bouquets pour pipiti, 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé.
Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la téléphone était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, l'offre ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la troisième, la dernière partie de l'émission. Notre invité, c'est M. Martin Rama, et l'économiste en chef pour l'Amérique latine et la Caraïbe pour la Banque mondiale. M. Rama, encore une fois, ça a été un plaisir de vous avoir pour discuter des problèmes de la zone. Nous arrivons maintenant en Haïti. Vous connaissez bien le cas d'Haïti, c'est pas seulement Covid. On avait une situation extrêmement difficile en 2019 et on pourrait même dire que c'était pire que ce qui s'est passé avec Covid parce que ça ne nous a pas frappé, fort heureusement. Maintenant, quelle est la position de la Banque mondiale sur Haïti et sur les financements que votre institution, vous êtes très dynamique après Covid-19, il y a beaucoup d'activités, que ce soit au niveau de la dette, que ce soit au niveau support financier pour le secteur sanitaire. Spécifiquement pour Haïti, qu'est-ce que vous avez pour nous? D'abord, pour Haïti, notre prévision est d'une décroissance de 3,1% cette année, avec une reprise de 1,1% l'année prochaine. Et une reprise encore modérée l'année d'après. Donc, dans l'ensemble, nous voyons une situation de chute moins faible qu'ailleurs, mais rien qui soit très encourageant pour l'avenir. Un des éléments qui peut aider beaucoup Haïti, c'est que les remises de fonds des immigrants, en général, ont tenu bien mieux que ce à quoi on s'attendait. Haïti est un des pays, et le pays dans la région qui reçoit le plus de remises en proportion de son niveau d'activité. Beaucoup des émigrés de la région Amérique latine et Caraïbes travaillent aux États-Unis, travaillent dans des secteurs qui ont continué leur activité, le bâtiment, par exemple, la vente d'aliments, les petits magasins qui ont été considérés essentiels, et aussi pour les émigrés légaux aux États-Unis, les transferts sociaux ont été généreux. Et donc ça a permis de tenir côté remise de fonds. Les organismes internationaux, la Banque mondiale, notre institution sœur, le Fonds monétaire international, ont aussi mis des ressources importantes à la disponibilité des pays. D'abord, pour faire face à l'urgence sanitaire, pour acheter des équipements de santé, pour acheter des respirateurs quand nécessaire, et Haïti en a bénéficié. Le Fonds monétaire, notre institution sœur, permet aux pays de retirer ce qui était comme leur contribution au fonds pour devenir membre du fonds. Donc c'est comme si on avait de l'argent dans une banque et on pouvait le retirer et le rendre plus tard. Mais en plus, nous avons des programmes aussi bien du côté
Banque mondiale que du côté Fonds monétaire pour des prêts spécifiques liés à des mesures de développement, d'ajustement des finances, de changement dans la protection sociale. Et nous sommes en train de travailler de façon très rapprochée avec le gouvernement d'Haïti. J'ai noté qu'il y a une certaine divergence au niveau des prévisions et vous prévoyez 1.1, le Fonds monétaire 1.2, donc presque le même niveau, tandis que le gouvernement, dans ses perspectives macroéconomiques pour le budget de l'exercice fiscal qui a commencé le 1er octobre, prévoit près de 2,4%. Pourquoi ce gap ? À nouveau, comme je vous disais, nos prévisions en ce moment sont très incertaines. Parce que la crise du Covid est une crise différente d'autres crises. Nous avions l'habitude de crise où la demande internationale chutait, nous avions l'expérience de crise où le financement extérieur chutait, mais en ce moment s'ajoute à ça, dans beaucoup d'endroits, une crise du côté de l'offre. Quand les gens ne peuvent pas sortir travailler, c'est aussi l'offre qui chute, pas seulement la demande. Donc, je dirais, prenez tous les chiffres comme une approximation, et je prendrai ceux du gouvernement aussi comme une approximation. Souvent, ce que nous faisons, vu ces incertitudes, c'est d'utiliser beaucoup plus d'informations de type nouveau, des images satellites, les paiements par carte de crédit, la mobilité à travers Google quand les gens se déplacent avec leur téléphone. Et nous essayons de reconstruire à partir de ces informations qui ne sont pas les informations traditionnelles qu'utilisaient les économistes. Les économistes utilisent des sondages, des enquêtes pour les ménages, des enquêtes pour les entreprises, des recensements, alors que là, tout à coup, on se retrouve à utiliser de l'informatique. Le problème, par exemple, pour notre rapport, nous avons utilisé des données sur des émissions très spécifiques de dioxyde de nitrogène, qui est ce qui sort des pots d'échappement, ce qui sort des usines, des moteurs, des combustions, et qui est très lié à l'activité économique, et dont on peut avoir l'information tous les jours à travers, en particulier, un satellite de la NASA. Et si on la nettoie, on peut faire donc des prévisions, des estimations de niveau d'activité économique qui sont presque au jour le jour. Mais le problème, c'est que c'est un outil qui n'est pas précis pour des pays à surface limitée. Donc c'est un outil qui malheureusement n'est pas très précis dans le cas de la Caraïbe. Donc je ne pourrais pas vous dire avec certitude ça va être 1,1% ou 1,2 ou 2,4. Mais dans tous les cas, si vous prenez ces chiffres, on sait que la chute sera importante cette année. Cette croissance, même si elle est de 2,4, probablement ne rattrape pas la chute. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il y a une croissance démographique. Donc, même si on est sur place sur le niveau d'activité par personne diminue parce qu'il y a plus de personnes. Donc, même dans le meilleur des scénarios que vous racontez, il y a beaucoup de raisons d'être soucieux. Un budget présenté par le gouvernement en juin 2020 avait indiqué une aide internationale, les dons beaucoup plus élevés que le budget mis en place pour cet exercice fiscal. Est-ce que certains projets, je parle de la Banque mondiale, ont été extraits? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que l'accord qui n'a pas eu lieu avec le Fonds monétaire international a influencé ce nouveau budget? Et pour cet exercice fiscal, bien que ce budget soit extrêmement optimiste, le gouvernement a augmenté à près de 4 milliards de dollars américains sans votre participation. Comment vous voyez ça comme économiste en chef de la zone? Je n'ai pas de commentaire sur comment a été construit le budget de Haïti, mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'au niveau des organismes internationaux, il y a eu une réaction immédiate de mettre plus de ressources disponibles pour les pays. Ce n'est pas facile parce que aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire, même si c'est des institutions qui ont énormément de ressources comparées aux ressources des pays individuels, elles n'ont pas des ressources illimitées. Donc, ce qui a été fait, c'est avancer des prêts qui étaient prévus pour un futur plus lointain, de façon à les mettre disponibles dès maintenant. Aussi, dans beaucoup de cas, faciliter une restructuration de prêts qui avaient été faits, mais dont l'argent n'avait pas été utilisé. Essayer de restructurer ces prêts pour que l'argent
soit disponible. Donc nous sommes en train de faire, à niveau de tous les organismes internationaux, d'avancer la disponibilité de ressources pour les pays en voie de développement, ce qui en ce moment aide beaucoup, mais aussi veut dire que par le futur, ils pourraient avoir moins de ressources. Et c'est un des domaines dans lesquels nous sommes activement en train de travailler. Un autre élément qui a été important, ça a été la suspension du service de la dette pour les pays les plus pauvres. Ce qui fait que les dettes que les pays les plus pauvres dans notre classification, et Haïti en fait partie, ne doivent pas payer la dette pendant une certaine période. D'abord 1 an, elle vient d'être élargie pendant 6 mois. Ça donne aussi plus de ressources au pays. Donc je pense que dans la construction du budget de Haïti, ces considérations, le fait qu'il y a plus de liquidités disponibles et le fait qu'il y a moins de services de dette auxquels il faut faire face dans l'immédiat, doivent compter pour quelque chose. Dans quel secteur êtes-vous spécifiquement au niveau de la Banque mondiale sur Haïti? Quels sont les projets que vous avez particulièrement aujourd'hui sur Haïti? Je ne suis pas Haïti en particulier, je suis la région. J'aurais peur, si je vous dis en détail, de me tromper. Donc je préfère que cette question soit adressée à nos représentatifs sur le terrain, qui eux peuvent la répondre avec beaucoup plus de précision. Ok. Mais pour la région, dans quel secteur la Banque mondiale est santé, éducation, est-ce que vous avez des secteurs spécifiques que vous ciblez? Donc, une première priorité, comme je dis, ça a été la santé. Nous avons mis en place un programme presque le même format pour tous les pays, pour que ce soit très très simple et ça puisse aller très vite. Pour mettre de l'argent disponible, pour construire des hôpitaux, acheter des respirateurs, acheter des équipements, des tests, des masques. Plus de 100 pays dans le monde en ont bénéficié, Haïti y compris, de ces programmes. Donc la santé, ça a été la première ligne de réponse. La deuxième ligne de réponse, c'est bien sûr les transferts sociaux. Et nous avons dans beaucoup des pays des prêts d'appui budgétaire. Donc que j'explique ça pour que ce soit clair. Quand nous prêtons pour infrastructure, pour un projet, par exemple pour une route, c'est un processus qui prend un certain temps parce qu'une fois que le prêt est approuvé, les études doivent être faites, la construction probablement ne commencera que 2-3 ans plus tard. Donc, entre le temps où une initiative est approuvée et le temps où elle fait une différence sur le terrain, il peut se passer des années. Les prêts d'appui budgétaire vont directement au budget de la nation, au budget de l'État. Mais ils vont, bien sûr, c'est pas un chèque qui est signé en blanc, ils vont avec une clarté que le gouvernement est en train de prendre des mesures, comme par exemple les transferts sociaux, qui vont aider dans les circonstances. Donc je dirais en ce moment, nous sommes passés d'une phase d'appui à la santé à une phase d'appui budgétaire plus importante. Je sais bien que l'institution sœur, le Fonds monétaire international, est beaucoup plus spécialisé dans les finances publiques, à savoir ce qui se passe au niveau du budget, ce qui se passe au niveau de la balance des paiements, de la balance commerciale. Mais on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, à savoir les dettes qui explosent parce qu'on dépense beaucoup plus. Le confinement a provoqué une situation assez négative sur les recettes. Quelle inquiétude que vous avez au niveau de la Banque mondiale en voyant les dettes augmenter de manière substantielle et sur les années futures, quel impact ça va avoir sur les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, et Haïti est un cas spécifique pour le moment. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. Déjà, en ce moment, dans notre rapport semestriel, nous prévoyons que en moyenne, la dette des pays d'Amérique latine et la Caraïbe va s'accroître de 10% du PIB, l'équivalent de 10% du PIB en quelques années. 10% du PIB, c'est énorme, n'est-ce pas? Du bon côté, peut-être une des bonnes nouvelles, c'est que les taux d'intérêt restent très faibles et beaucoup de pays n'ont pas perdu l'accès au marché financier. À nouveau, ce n'est pas le cas de Haïti, qui est un pays pauvre. Mais il y a beaucoup de pays d'Amérique latine et de la Caraïbe qui ont réussi à émettre des bons sur le marché international dans des termes tout à fait raisonnables, même que pour l'ensemble de l'année 2020, les 3 premiers trimestres de l'année 2020,
l'ensemble d'émissions de titres sur le marché international était plus forte que dans toute l'année 2019. Donc l'accès au marché, en général, reste là. Notre grand souci est le suivant. Je le mettrai en deux parties. Une partie, c'est qu'il y a des pays qui déjà avaient des situations de dette difficiles et qui maintenant se trouvent dans des situations très compliquées. Nous avons vu la restructuration de dette de l'Argentine, celle de l'Équateur, d'autres pays pourraient suivre. Donc nous avons déjà des urgences qui sont difficiles à gérer. Vous savez, quand il y a plusieurs créanciers, mettre tout le monde d'accord, chaque créancier veut bien que les autres reçoivent moins d'argent, mais chacun veut recevoir sa part en entier. Donc le problème de coordination que ça pose est gigantesque. L'autre, c'est que on peut essayer d'être optimiste, de se dire, bon, il y aura un vaccin, tout le monde aura eu son vaccin et le Covid se termine. Mais il se peut que ça prenne du temps d'arriver là. Il se peut que ça prenne du temps d'avoir un vaccin efficace, de l'acheter, et nous sommes en train d'aider les pays à pouvoir acheter des doses de vaccin, le distribuer, de façon à ce que les populations qui ont le plus besoin le reçoivent. Donc, ce que nous avons vécu pendant ces 6-7 derniers mois pourrait continuer pendant 1, 2, 3 ans avant d'en s'en sortir. Donc le 10% de croissance de la dette auquel je faisais référence peut devenir beaucoup plus. Et donc ça pose un problème, je dirais, double. D'une partie, au niveau international, il faut être préparé pour fournir la liquidité, pour aider à restructurer les dettes quand c'est nécessaire, pour essayer d'avoir des moratoires, comme ça a été fait pour les pays les plus pauvres, et les élargir dans le temps. Pour les élargir, en ce moment, ces moratoires, c'est pour les dettes bilatérales, par exemple avec la France ou avec l'Allemagne ou avec les États-Unis, moins pour le secteur privé. Et il y a des pays qui ont des dettes avec le secteur privé. Donc un volet, c'est comment se préparer à ce que les situations difficiles de dette ne deviennent pas des crises. Le deuxième volet, c'est qu'il faut penser les dépenses publiques. Si on a plus de dettes qu'il faut rembourser à un moment ou à un autre, il va falloir faire des économies. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour faire ces économies parce qu'il y a des besoins gigantesques à cause de la crise. Mais à terme, il va falloir être très clair sur quelles sont les priorités. Où est-ce que l'État doit dépenser la santé, l'éducation, mais comment le faire de façon plus efficace, comment le faire de façon à ce que le même service puisse être fourni à un plus faible coût. Et ça va être à nouveau un des grands défis de la décennie devant nous. Vous avez bien dit que les marchés financiers internationaux de capitaux, ce n'est pas fermé. Notre voisine, la République dominicaine, en effet, a été sur ce marché et a pu mobiliser près de 3,8 milliards de dollars américains pour stabiliser un petit peu le marché d'échange chez eux. Ce n'est pas notre cas en Haïti, comme vous le savez si bien. Donc, lorsque nous n'avons pas accès à ce marché, nous allons sur le marché local, qui est la Banque centrale, une forte monétisation du déficit budgétaire avec des milliards de goudes. Et quel conseil vous donnez au gouvernement haïtien? Comment stabiliser la monnaie en étant aussi présent sur la dette interne en Haïti? La monétisation des déficits est une solution qui ne peut être que temporaire. C'est une solution qui à terme est dangereuse. Parce que si on ajoute une crise d'inflation, de dévaluation de la monnaie à la crise économique réelle, si on ajoute un volet financier de crise à une crise dans le secteur réel, ça devient encore plus grave. Donc un message clair, c'est d'être très prudent, d'assurer les financements. Il y a les financements internationaux en ce moment et de rester dans l'enveloppe budgétaire qui peut être financée. La dernière question, la bonne nouvelle, c'est que vous avez annoncé au niveau de la Banque mondiale que vous allez financer particulièrement pour les vaccins, pour les pays les plus pauvres. Est-ce qu'Haïti est sur votre liste? Est-ce qu'Haïti, pardon? Est sur la liste des pays qui vont bénéficier de financement pour les vaccins? Bien sûr, c'est accessible à tout le monde. Notre souci, c'est comment s'assurer à un moment où les pays les plus riches, ils ont déjà acheté en avance énormément de doses de vaccins. On ne sait pas quel laboratoire aura le plus de réussite, mais donc il y a des pays qui ont acheté déjà 5 fois plus de vaccins qu'ils n'ont d'habitants pour être sûr qu'au moins il y en aura 1 ou 2 qui marcheront.
le risque avec tout ça, c'est que les pays les plus pauvres se retrouvent à la fin de la queue pour acheter des vaccins et qui n'aient pas aussi la capacité technique de le faire. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre un fonds au niveau global, planétaire, de 12 milliards de dollars pour aider les pays, y compris Haïti, à acheter les vaccins dont ils auront besoin, même avant, maintenant déjà, mettre des offres conditionnelles, et après, une fois que les vaccins seront disponibles. Et de le faire d'une façon qui est très simple côté bureaucratique, administratif, qui va très vite. Vous avez un conseil spécial pour le gouvernement haïtien et une pensée pour les Haïtiens, avant de terminer? Une pensée, oui. On est avec vous. On suit de près. C'est un programme important pour nous. La Banque mondiale, sa mission est liée à la pauvreté. Haïti est un des pays les plus pauvres de la région. Donc, certainement, vous êtes une priorité pour nous. Et nous sommes reconnaissants de la bonne collaboration avec notre équipe sur le terrain, qui est excellente. Martin Gama, économiste en chef pour la zone de l'Amérique et de la Caraïbe, pour la Banque mondiale, merci d'avoir accordé ce temps à notre pays. Merci bien. Merci à vous de m'avoir dans votre émission. Merci. Voilà, c'était le magazine économique pour Radio Métropole et pour Télémétropole, le rendez-vous économique. À la semaine prochaine.